Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Tout d'abord les titres. Au Gabon, suite à la publication des résolutions du Parlement européen, le Parti démocratique gabonais réagit ce lundi par la voix de son secrétaire général. Éric Dodo Bouguenza décrit cette démarche d'abnégation déraisonnable. Vous verrez qu'en Afrique du Sud, les trafiquants de cornes de rhinocéros ont de l'imagination. Pour échapper au contrôle, ils transforment à présent les cornes de rhinocéros en bijoux pour échapper à toute détection dans les aéroports. Voilà pour le fil conducteur de cette session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Mais tout de suite, les développements de ce titre, et je vous le dis avant toute chose, c'est en bref et en images. Le chef de l'État séjourne aux États-Unis où il prend part à un sommet du 18 au 21 à New York. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba participera donc à la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies. En témoigne ce compte-rendu de nos confrères de la presse présidentielle. C'est la marque du soutien de la diaspora gabonaise des USA au chef de l'État. Pour ses nombreux compatriotes venus de toute l'Amérique, à événement exceptionnel, mobilisation exceptionnelle. Parce que je suis gabonaise et si j'aime mon pays, je dois venir ici soutenir le président. Beaucoup de personnes ont tendance à penser qu'il n'est pas populaire et que beaucoup de personnes ne veulent pas de lui dans ce pays aux États-Unis. Mais il y a une diaspora gabonaise ici et cette diaspora a voté pour son président. Je crois que beaucoup ont parlé, beaucoup ont créé des histoires, beaucoup ont imaginé des choses sur les réseaux sociaux. Mais la date du 17 septembre 2017 est le début d'une nouvelle révolution. La révolution d'Ali Bongo. Il est temps maintenant de changer. Changeons ensemble. La 72e session de l'ONU qui s'ouvre ici à New York est pour le numéro 1 du Gabon le lieu de réaffirmer son leadership international dans le domaine de la protection de l'environnement. Je réside à Atlanta. Ce qui m'a motivé à venir ici, parce qu'on soutient Ali Bongo, les jeunes. Et je pense que les gens doivent arrêter certaines choses parce qu'il ne faut pas dénigrer le Gabon. On doit être tous unis. Et je pense que les choses sont dans la bonne voie. Et je pense que c'est notre président et nous devons respecter notre président. C'est donc une évidence. Pour ce séjour de haute portée environnementale interaméricaine, le président Ali Bongo Ondimba n'est pas un homme seul. C'est un leader porté et soutenu par la diaspora gabonaise des États-Unis d'Amérique. Je vous le disais à l'entame, après la publication du rapport final de la mission d'observation électorale au Gabon lors des élections présidentielles et vendredi, où l'Union européenne a communiqué les résolutions du Parlement européen réuni le 14 septembre à Strasbourg en France, le Parti démocratique gabonais réagit ce lundi par la voix de son secrétaire général. Éric Dodo Bouguenza décrit cette démarche d'abnégation déraisonnable. Chimène Sandra Senghon, Hervé Aubian. Nous nous exprimons librement, la liberté de manifestation, mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils doivent également s'appuyer sur le code pénal, le code de procédure pénale de notre pays. Toute liberté, on va dire, toute liberté hyperbolique annihile la liberté avec grand L. Il faut respecter les lois d'un État et il faut pouvoir manifester dans le cadre de ce qui est prévu pour les manifestations. Il faut pouvoir s'exprimer dans le cadre de ce qui est prévu dans la liberté d'expression. La rentrée administrative est effective au Gabon sur tout l'ensemble du territoire. À cet effet, le ministre de l'Éducation a entamé ce lundi une tournée interétablissement. Elle était faire l'état des lieux de l'école publique d'Okala, du lycée Paul Indjéjé Gondjou et des lycées et collèges Bessieux. Kenyo Ngori, Fred Ndongo. La rentrée administrative a eu lieu ce lundi matin dans tout le Gabon. Moment choisi par le ministre de l'Éducation nationale Nadine Patricia Anguillet pour faire un état des lieux des établissements scolaires publics de la capitale. L'école publique d'Okala, le lycée Paul Indjéjé Gondjou et les collèges et lycées Bessieux ont constitué le point de départ de cette tournée qui mènera la nouvelle chef du département de l'éducation dans tous les établissements de Libreville et ses environs. C'est la rentrée administrative et nous avons pu prendre contact avec tous les personnels et visiter les établissements.
Donc nous avons pu découvrir certaines réalités. Vous savez que grâce à une initiative du président de la République, les tables bancs avaient été confectionnés par Olam. Et donc les tables bancs sont bel et bien livrés dans tous les établissements que nous avons visités ce matin. Et nous allons essayer de voir, selon les fiches techniques qui nous ont été remises par les différents chefs d'établissement, où est-ce qu'il y a des manquements afin de pouvoir organiser correctement la rentrée des classes. Avec le ministre, certains syndicats du secteur éducation ont fait le tour pour apprécier les efforts effectués dans le secteur et envisager les solutions pour une année scolaire apaisée. Pour nous, en tant que syndicalistes, prendre part à cette visite des quelques établissements par Madame le ministre consiste à constater ensemble les manquements que nous décrions d'une part et les évolutions des choses qui ont été faites, celles qui restent à améliorer, de nous dire voilà ce que nous devons mettre en commun, voilà ce que nous devons mutualiser pour que l'année scolaire soit normale. Cet état des lieux permettra à Nadine Patricia Anguillet d'avoir une meilleure vue des problèmes qui diffèrent d'un établissement à l'autre. Tant l'année écoulée, le secteur avait été secoué par de nombreuses revendications. Former 3000 jeunes déscolarisés sans formation ni qualification est le principal objectif du projet d'appui à la formation et à l'insertion professionnelle financé par l'État gabonais et l'Union européenne. Une session d'inscription est donc ouverte à ce titre au centre professionnel de Nkembo et nous sommes là dans le 2e arrondissement de Libreville. PJ au pass, Bertin Osaga, Lariska Lormamengi. Le projet d'appui à la formation et à l'insertion professionnelle, fruit d'un partenariat entre l'État gabonais et l'Union européenne, est enclenché. Le centre professionnel de Nkembo a ouvert ses portes. Les inscriptions sont effectives pour les postulants à ce programme, dont l'objectif est de donner à 3000 jeunes déscolarisés la possibilité de se réinsérer socialement. Le projet est financé par l'Union européenne et géré par le projet AFIP. D'accord ? Et il y a 9 bénéficiaires de subventions qui ont reçu une subvention de l'Union européenne pour mettre en œuvre ces projets de formation. La durée de la formation varie entre 3 mois et demi et 4 mois et demi, grosso modo, d'accord, suivant les métiers. Les multiples programmes de formation organisés par le gouvernement gabonais, dont Un jeune un métier et le projet d'appui à la formation et à l'insertion professionnelle, placent la formation au cœur de la stratégie de développement du Gabon. Un jeune métier, ça a été une formation, on va dire, donnée pour offrir aux jeunes des outils pour faire en fait une initiation à la formation professionnelle. Le projet AFIP, la démarche est plutôt inverse. Nous sommes partis d'une prospection qui a été faite au niveau des entreprises. Parce que ici, la formation des jeunes va se faire en fonction des besoins des entreprises en personnel. Dans un contexte national et international marqué par la baisse des cours du baril de pétrole, la diversification des formations professionnelles apparaît comme un levier de l'intégration sociale et de la participation citoyenne. Cette session d'inscription se poursuit jusqu'au 21 septembre au centre de formation professionnelle de Nkembo, où les jeunes sont attendus. Réunion ce lundi au Centre national de la jeunesse du Gabon. Celle-ci visait à apporter la contribution de l'organisation sur de nombreux problèmes qui minent la jeunesse, entre autres l'augmentation des frais de scolarité dans les universités et l'autonomisation de la jeunesse. Stéphane Ondias et son équipe ont fait le point. En témoigne ce compte-rendu de Kenny Ongouri et Fred Ndongo. Au cœur de la réunion stratégique du Bureau national de la jeunesse, les questions qui minent la jeunesse gabonaise en ligne de mire, l'augmentation de frais de scolarité dans les universités. Nous avons entamé déjà il y a à peu près 2 semaines une phase de consultation auprès d'un certain nombre de leaders estudiantins, mais également des structures au sein des établissements qui s'occupent de défendre les intérêts des étudiants, donc à savoir les mutuelles. Il faut dire que la mesure en elle-même n'est pas mauvaise en soi, parce qu'in fine, elle vise l'autonomisation des établissements, de ces établissements publics. Mais ce qui est contesté par les étudiants aujourd'hui, après consultation, c'est d'abord la façon avec laquelle la mesure a été annoncée.
Ils estiment qu'elle s'est faite avec une certaine brutalité et qu'ils n'ont pas suffisamment été associés, ils n'ont pas suffisamment été préparés. Nous voulons qu'une solution à l'amiable soit trouvée afin que les cours puissent démarrer sereinement, afin que les étudiants puissent aussi voir leurs conditions d'apprentissage et de vie, pourquoi pas, être changées. Faisons le plaidoyer d'une certaine jeunesse responsable qui a choisi de se prendre en charge en menant des activités génératrices de revenus. Le Conseil national de la jeunesse s'est engagé à les soutenir en ces temps de crise économique pétrolière. Oui, très récemment, nous avons effectué une visite du côté du marché de Mombouet, qui est le plus grand marché de notre capitale et donc partant du pays. Là-bas, nous avons fait la connaissance d'un certain nombre de jeunes, 500 à peu près, qui sont réunis au sein d'une ONG. Nous avons vu des jeunes qui se battent au quotidien, des jeunes qui ont fait le pari de réussir et de gagner dignement leur vie. Nous avons fait le choix de mettre cette jeunesse en avant, une jeunesse engagée, une jeunesse responsable, une jeunesse qui s'implique aujourd'hui dans la recherche de solutions pour, n'est-ce pas, pallier à la situation de crise aujourd'hui qui secoue fortement notre pays. Aujourd'hui, plus que dans le passé, le Conseil national de la jeunesse veut servir davantage d'interface entre les pouvoirs publics et la jeunesse afin de mieux suivre l'évaluation de la mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse au Gabon. Et pour tourner cette page Gabon, plus d'une centaine de manifestants issus du Biafra résidant au Gabon se sont rendus au siège du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique à Libreville avec pour objectif d'interpeller l'institution sur la situation dans cette zone pétrolière du sud-est du Nigeria. Kenny Ongouri, Fred Ndongo. De nombreux ressortissants de l'État du Biafra, État du sud-est du Nigeria, dans la zone pétrolifère du Delta, ont battu le pavé en direction du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale à Libreville, au Gabon. Objectif, interpeller l'institution onusienne sur la nécessité de mettre fin aux violences qui ont cours actuellement dans cette région sécessionniste. Nous sommes là pour attirer l'attention du monde par rapport à ce qui se passe dans le territoire biafrais à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, les populations biafrais sont en voie d'extinction. Il y a les tueries tous les jours. Il y a des gens sont en train de mourir depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons que le monde entier se lève pour poser la question au gouvernement nigérien. Qu'est-ce qui se passe avec les ressortissants biafrais que nous sommes? Nous voulons que les Nations Unies nous organisent un référendum pour que les gens puissent parler. Est-ce qu'ils veulent adhérer au Nigeria ou bien ils veulent être un peuple indépendant? Le mouvement indépendantiste pour le peuple indigène du Biafra, qui réclame la sécession de cette région du sud-est du Nigeria, a été classé vendredi organisation terroriste par le ministère de la Défense après plusieurs jours d'affrontements avec les forces de sécurité et des tensions intercommunautaires. La République du Biafra était entre les années 67 et 70 un État sécessionniste situé dans la partie sud-est du Nigeria, la plus riche en réserves de pétrole. Depuis ces années, le peuple Biafra revendique son indépendance et cette nouvelle sortie dans la capitale gabonaise est un autre moyen de pression sur le gouvernement fédéral du Nigeria. Poursuivons avec les actualités en Afrique. Tout d'abord, en Côte d'Ivoire, un incendie a ravagé dans la nuit de ce dimanche à lundi le grand marché d'Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, sans faire fort heureusement de victimes. Le récit de Gaël Mapessi. Les sapeurs-pompiers ont mis plusieurs heures pour circonscrire les flammes qui ont détruit une grande partie des bâtiments. Ils étaient aidés par un moment par des riverains qui participaient avec des seaux d'eau. Pour ce qui concerne les dégâts matériels, je pense qu'ils sont quand même importants. Vous-même, vous voyez la superficie qui est en feu. Nous avons au moins 2500 mètres carrés de superficie. Nous sommes devant d'une à Tissot. Nous avons tout débattu en feu. Nous sommes actuellement, mais on n'a plus rien. Plus rien. Nous ne comprenons pas ce qui se passe dans ce marché au juste. Parce qu'à chaque fois, c'est les mêmes choses qui se répètent. À chaque fois, c'est les mêmes choses qui se répètent. Et quand l'État vient sur le terrain, il nous promet de nous aider. Mais à chaque fois, quand les choses brûlent, on ne voit pas ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent là, ils ne mettent pas ça, on ne voit pas ça se concrétiser en réalité. Nous sommes fatigués, nous avons marre, on est fatigués. Le marché d'Abobo est connu principalement pour ses stands de produits vivriers, des vêtements traditionnels, des objets d'art et d'autres marchandises. Ils sont également vendus.
Je vous l'annonçais en titre, en Afrique du Sud, les trafiquants de cornes de rhinocéros dont le commerce international est illégal les transforment désormais en bijoux pour échapper à toute détection. Selon une enquête de trafic publiée ce lundi, l'ONG de défense aux animaux déclare que des gangs chinois transforment les cornes en perles et bracelets pour approvisionner le marché asiatique et aider ainsi les trafiquants à échapper au contrôle dans les aéroports. Le regard de Lariska Lormamengi. Jusqu'à récemment, les saisies se limitaient essentiellement à des cornes entières ou coupées en deux. Désormais, des réseaux criminels d'origine chinoise opérant en Afrique du Sud transforment localement la corne de rhinocéros en perles, bracelets et poudres pour éviter la détection et fournir des produits pour les consommateurs en Asie, principalement au Vietnam et en Chine. En ce moment, la plupart des forces de l'ordre cherchent des cornes entières. Elles cherchent des morceaux de corne, mais pas des objets plus petits qui sont exportés clandestinement. La police sud-africaine a découvert des ateliers où des bijoux sont sculptés dans la corne du rhinocéros, selon le rapport d'une ONG. Les organisations criminelles ne veulent plus exporter des cornes entières. Elles ont commencé à les découper sous forme de disques et de grosses perles pour répondre à la demande et éviter d'être détectées. La corne de rhinocéros transformée en poudre est très prisée de la médecine traditionnelle chinoise, même si ses vertus thérapeutiques n'ont pas été prouvées scientifiquement. Le kilo de corne peut atteindre les 60 000 $, soit un peu plus de 30 millions de francs CFA, au marché noir en Asie. Les cornes entières, perçues comme symbole d'influence et de richesse, continuent également à être offertes comme cadeau en Asie. On parle de l'effet Ferrari, selon Julian Radmeyer. Cap sur le Nigeria, précisément Lagos, l'une des plus grandes villes d'Afrique qui voit émerger une nouvelle tendance artistique, le graffiti. Les murs gris et sales de la ville offrent un immense terrain de jeu aux artistes, en témoigne ce reportage. Il est 8 h du matin à Lagos et Oza peint sous une pluie fine. Cela fait plusieurs jours qu'il travaille sur cette fresque mélangeant graffiti et aplat de couleurs vives. Oza est l'un des pionniers du graffiti au Nigeria. Il espère inspirer d'autres artistes pour colorer la ville. Nous sommes les pionniers et le mouvement arrive. D'autres artistes de graffiti émergent et ils vont créer une véritable scène. Nous allons simplement persévérer et faire de notre mieux pour que les graffitis de Lagos ou du Nigeria soient reconnus. Dans l'immensité grise de Lagos, les espaces pour peindre ne manquent pas, mais les autorités sont très répressives. Pour faire vivre leur art, les graffeurs sont contraints de bien choisir les murs auxquels ils s'attaquent. Il y a des lieux publics où il faut faire attention à la façon dont on y va. Et il y a aussi des parcs qui sont intéressants pour peindre parce que les gens viennent jouer au basket et au foot. Je pense que l'art est très intéressant dans des endroits comme ceux-là. Signe que les mentalités changent, le graffiti réussit à sortir de la clandestinité. Dans cette école d'un quartier populaire, des artistes sont venus peindre pour ouvrir les enfants à leur art. Dans les écoles ici, les murs sont tout simplement blancs, sans rien. Nous pensons que ce n'est pas suffisant pour les enfants et nous constatons que l'art est un moyen d'expression incroyable. Les enfants sont ainsi attirés pour venir à l'école. Nous peignons des messages éducatifs. Ce sont des choses qu'ils peuvent lire et cela résonne en eux et ils le comprennent. La scène graffiti n'en est qu'à ses débuts à Lagos en comparaison à d'autres métropoles du monde. Pour encourager la dynamique de ces jeunes artistes, la ville a invité plusieurs d'entre eux à peindre des espaces publics. Venons-en au tabou qui freine le don de sang, et c'est le don des organes, dis-je bien, et c'est en Algérie. Pourtant, en lui offrant un rein, le fils d'Aïcha lui a permis d'en finir avec des années de dialyse. Mais en Algérie, comme chez ses voisins du Maghreb, des patients souffrent ou meurent faute de donneurs en cause des lois restrictives freinant des prélèvements sur les défunts auxquels s'ajoutent des réticences culturelles ou religieuses infondées selon des médecins et des théologiens musulmans. Regardez. En lui offrant un rein, le fils de Aïcha lui a permis d'en finir avec des années de dialyse. En Algérie, plus de 22 000 personnes souffrent d'insuffisance rénale. Un tiers d'entre eux espèrent une transplantation. Ça a changé beaucoup de choses. Avant, c'était très difficile avec la machine de dialyse. Comme j'ai des enfants, j'ai beaucoup à faire à la maison. Et quand je rentrais, j'étais tout le temps fatiguée, malade. J'étais un jour sur deux à l'hôpital, c'était trop. Mais maintenant, grâce à Dieu, je peux m'occuper de ma maison et de mes enfants. Mais ici, comme au Maroc et en Tunisie,
de nombreux autres patients souffrent ou meurent faute de donneurs. En cause, des lois freinant les prélèvements sur les défunts sans l'accord de la famille. En Algérie, jusqu'à maintenant, on n'a pas une loi qui est claire par rapport au consentement des donneurs décédés. Donc là, on est toujours avec les parents des décédés. On attend la nouvelle loi qui va sortir. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de facilité d'explication. Certaines greffes sont aussi possibles du vivant du donneur. Mais la loi algérienne prévoit qu'une personne ne peut donner qu'à ses parents, ses enfants, son frère, sa sœur ou son conjoint. À ces lois restrictives s'ajoutent des réticences culturelles ou religieuses et la crainte d'enfreindre un éventuel interdit lié à l'islam. Des inquiétudes qui n'ont pas lieu d'être, selon ce théologien musulman. Nous partons du principe que Dieu, en tant qu'intelligence suprême et détenteur du pouvoir suprême, va pouvoir reconstituer ses corps, remettre tout à sa place, et puis tout simplement, autant le prélèvement sur cadavre que le don d'organes qui se fait actuellement sont licites. Pour encourager les dons d'organes, l'Algérie étudie à présent une modification de la loi, avec pour objectif donner l'occasion à chacun d'indiquer par écrit s'il refuse ou autorise que ses organes soient prélevés en cas de décès, permettant ainsi de passer outre un refus de la famille. Place aux actualités hors du continent. Tout d'abord en France, la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, a lancé ce lundi une grande concertation sur les priorités de la stratégie nationale de santé du gouvernement, mettant l'accent sur la prévention encore insuffisamment développée en France selon elle. Lariska Lormamengi. Les travaux d'élaboration de cette stratégie s'organiseront autour de 4 thèmes prioritaires retenus par la ministre de la Solidarité et de la Santé, à partir d'un rapport que le Haut Conseil de la Santé publique lui a remis officiellement lundi, à savoir la prévention et la promotion de la santé dès l'enfance, la lutte contre la montée des inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé, la nécessité d'accroître la pertinence et la qualité des soins et l'innovation. Il y en a 4. C'est la prévention, le vrai virage de la prévention. Le deuxième défi, c'est les inégalités d'accès territorial ou social d'accès aux soins. Le troisième défi, c'est la qualité et la pertinence des soins. Et ça passe par des enjeux de tarification, notamment d'arrêter de tarifer uniquement l'activité à l'hôpital, mais de tarifer les bonnes pratiques, les parcours, les forfaits. Et puis le quatrième axe, c'est comment développer, déployer et financer l'innovation. L'espérance de vie des Français, 85 ans pour les femmes, 79 ans pour les hommes, est élevée. Mais dans son diagnostic, le Haut Comité constate l'augmentation constante des maladies chroniques et des inégalités territoriales de santé qui ont tendance à s'accentuer avec une offre de soins mal répartie. Pour dire scandale, il faudrait qu'il y ait une fraude ou une faute. Là, il s'agissait d'une procédure normale d'amélioration de la stabilité d'un médicament. Ensuite, les patients ont ressenti beaucoup d'effets secondaires, n'ont pas été informés comme ils le devaient. Donc la question est plutôt celle de la façon dont s'est mis en œuvre ce changement de formulation. C'est en cela que je considère que ce n'est pas un scandale sanitaire. Le HCSP préconise entre autres un virage préventif du système de santé français et suggère notamment de créer un fonds spécifique dédié à la prévention en rappelant que 3 facteurs de risque, l'alimentation, l'alcool, le tabagisme, expliquent une part majeure de la mortalité évitable. La ministre a déjà déclaré vouloir donner plus d'importance à la prévention avec par exemple la promotion d'une alimentation saine, de l'activité physique ou la lutte contre les addictions et contre les maladies infectieuses. Elle a ainsi annoncé l'extension de nombre de vaccins obligatoires pour les jeunes enfants qui fait polémique, ainsi que l'augmentation progressive du prix du tabac. Le président sud-coréen Moon Jae-in est en route pour New York où il prendra part à l'Assemblée générale des Nations unies et ce, alors que l'administration de Donald Trump a martelé qu'elle profitera de l'événement pour exiger la pleine application des sanctions internationales contre la Corée du Nord, menaçant celle-ci de destruction si elle continuait de provoquer Washington et ses alliés. Chimène Sandra Sengon. L'administration de Donald Trump a martelé dimanche qu'elle profiterait de l'Assemblée générale des Nations unies pour exiger la pleine application des sanctions internationales contre la Corée du Nord, menaçant celle-ci de destruction si elle continuait de provoquer Washington et ses alliés. L'été a vu Pyongyang procéder à son 6e essai nucléaire. Et à plusieurs tirs de missiles intercontinentaux. Le dernier tir a eu lieu vendredi, le missile passant au-dessus du Japon.
Un acte de défi quelques jours après l'adoption par le Conseil de sécurité d'une 8e volée de sanctions contre le pays. L'enjeu crucial va être de faire appliquer des sanctions pour tous les pays afin qu'ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour résoudre ce problème sans aller jusqu'au conflit militaire, a expliqué dimanche matin le conseiller de la sécurité nationale du président Donald Trump sur une chaîne américaine. Donald Trump et son homologue sud-coréen Moon Jae-in se sont entretenus sur ce sujet samedi et se sont mis d'accord pour exercer une pression plus forte et plus concrète sur la Corée du Nord. La Chine, comme la Russie, a voté lundi dernier en faveur des sanctions visant à restreindre les exportations du pétrole vers la Corée du Nord, qui dépend de la Chine pour l'essentiel de son brut. Mais Washington veut que le robinet se ferme concrètement et durablement. À ce jour, l'accumulation des sanctions n'a pas dissuadé Kim Jong-un, dont l'ambition semble décuplée. Et toujours aux États-Unis, la ville américaine de Saint-Louis restait sous tension ce dimanche après l'acquittement d'un policier blanc pour la mort d'un homme noir, verdict qui a provoqué des manifestations et des violences conduisant à l'annulation de 2 concerts ce week-end. Gabriel Ratanga s'en fait l'écho. Des manifestants lançaient des projectiles et des débris divers sur les forces de l'ordre dimanche soir et plusieurs vitrines de magasins ont été détruites à l'issue de rassemblements qui ont une nouvelle fois dégénéré après avoir commencé pacifiquement comme lors des 2 nuits précédentes. Au moins 35 personnes ont été arrêtées depuis vendredi, jour du verdict, et 11 membres des forces de l'ordre locales ont été blessés dans des affrontements avec les manifestants, pour certains armés de pierres selon les autorités. Les manifestants dénonçant un racisme institutionnel ont annoncé qu'ils entendaient mener des actions de blocage et des rassemblements pendant plusieurs jours pour protester contre ce verdict d'acquittement du policier. L'affaire a été suivie au niveau national car elle était vue par le prisme des relations entre police et communauté noire et après plusieurs grandes affaires de noirs tués dans des circonstances troubles par des policiers blancs. Et elle est particulièrement sensible à Saint-Louis, ville dont la banlieue a été la proie d'émeutes en 2014 après la mort d'un jeune homme, Michael Brown, à Ferguson. Dans une ville à cran, des centaines de policiers assurent l'ordre depuis vendredi en tenue anti-émeute. Plusieurs ont été blessés dans des confrontations. Le célèbre groupe de rock irlandais U2 a annulé son concert de samedi soir à Saint-Louis après avoir été informé que la police n'aurait pas de moyens d'assurer une protection normale pour ce type d'événement. Dimanche, c'est le concert du chanteur de pop britannique Ed Sheeran qui a été annulé pour les mêmes raisons, a annoncé l'organisateur Missing Touring Group. Ouvrons la page sport, surf tout d'abord, et c'est au Maroc. Les finales de l'Anfaplas Pro Casablanca, une compétition de surf se tenait ce dimanche en présence du gratin de surf mondial. Les surfeurs David Silva et Michaela Gruen ont remporté cette compétition. En témoigne ce regard de Dorota Finizo-Nyama. Les plages de Casablanca étaient dimanche le lieu d'une compétition de surf qui a connu un grand succès. La ville marocaine abritait les finales de l'Anfaplas Pro Casablanca, une édition dédiée aux victimes de l'ouragan Irma. Et nous avons particulièrement, c'est la première action mondiale de soutien pour les sinistrés des Antilles, suite à la catastrophe de Irma. Nous avons nombreux surfeurs antillais sur les circuits de compétition. Certains d'entre eux sont présents parmi nous, notamment Dimitri Auvray, des femmes aussi, donc Dimitri et tous ces surfeurs antillais sont très touchés par ce geste. Les conditions idéales de surf ont permis à l'Australienne Michaela Green et au surfeur brésilien David Silva de remporter cette compétition. C'était vraiment super d'être ici au Maroc et je suis super contente de participer à cette compétition. Le lieu est extraordinaire, l'endroit est incroyable, donc j'aimerais juste remercier tous les sponsors et le gouvernement d'avoir mis ça en place. Tout cet endroit totalement incroyable. Les habitants étaient géniaux, donc merci de votre hospitalité et d'avoir partagé un morceau avec nous. Les vagues étaient incroyables, donc je suis contente d'être venue ici et je reviendrai l'an prochain. Je me sens bien, je suis content d'avoir gagné une nouvelle fois au Maroc. Et je suis tellement content d'avoir gagné car ça n'a pas été une bonne année pour moi. Et puis le Maroc, j'adore cet endroit. Je suis tellement content d'avoir gagné cette compétition. Cette troisième édition du QS 1500 marocain, organisée par la WSL et la Fédération royale marocaine de surf et bodyboard, renommée cette année Anfaplas Pro Casablanca, a accueilli une nouvelle fois la crème du surf professionnel, européen et international.
Et puis cyclisme, et c'est en Italie où les premiers coups de pédale du Giro sont annoncés pour le 4 mai prochain. De compte rendu de Lariska Lormamengi. Le prochain Giro commencera le 4 mai de l'année prochaine à Jérusalem pour le premier départ hors Europe d'un grand tour de cyclistes. La 101e édition de la course rose débutera par un contre-la-montre de 101 km à Jérusalem, suivant l'annonce faite lors d'une conférence de presse tenue par les organisateurs. Le parcours, qui se conclura en légère montée, passera par des lieux symboliques de Jérusalem, tels que le Parlement et les murs historiques. L'histoire et l'unicité sont les deux raisons qui nous ont poussés à choisir Israël comme point de départ. Nous avons été touchés par la valeur qu'Israël pourrait apporter au Giro d'Italia et comment, d'une certaine manière, le Giro d'Italia offrira en retour à Israël. 2 autres étapes à destination des sprinteurs auront lieu les jours suivants, avant le transfert vers l'Italie le 5 mai, entre Haïfa et Tel Aviv, 167 km, avec une arrivée en bord de mer le lendemain entre Beersheva et Eilat, sur la mer Rouge, en passant par le désert du Negev. À l'occasion de ce grand départ du Giro, le 13e à l'étranger pour la course rose, la mémoire du campionissimo Gino Bartali sera honorée. Le Toscane, triple vainqueur de l'épreuve 1936, 1937 à 1946, a été reconnu juste parmi les nations pour son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale. Le rappel des titres à présent. Vous l'avez vu au Gabon, suite à la publication des résolutions du Parlement européen, le Parti démocratique gabonais a réagi ce lundi par la voix de son secrétaire général, Éric Dodo Bougenza, décrit cette démarche d'abnégation déraisonnable. Vous l'avez vu qu'en Afrique du Sud, les trafiquants de cornes de rhinocéros ont de l'imagination pour échapper à tout contrôle. Ils transforment à présent les cornes en bijoux pour échapper à toute détection dans les aéroports. Madame, Messieurs, voilà donc ce qui met un terme à votre grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.